Bienvenue dans Stay Hard, le podcast qui vous pousse à passer à l'action. Je suis votre hôte, Damien, coach sportif en calisthénie, et je vous aide à devenir athlétique et prendre du muscle uniquement au poids du corps tout en maîtrisant les bases et vos premières figures de calisthénie. Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Et oui, ce podcast vous pousse à passer à l'action. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis l'homme qui a le plus procrastiné dans sa vie. Et aujourd'hui, j'essaye de changer de mentalité. Pardon, je commence déjà à bégayer alors que ça fait même pas une minute. Bref, je suis le procrastinateur ultime. J'ai toujours tout repoussé dans ma vie parce que je suis flemmard, j'avais pas envie, j'avais peur. Et du coup, toutes les choses que je voulais faire depuis 10, 15, 20 ans, eh ben, je les ai jamais fait parce que j'osais pas. Et maintenant, je change de mentalité. Dès que j'ai une idée, dès que je veux faire quelque chose, je passe à l'action. Ce podcast, c'est comme ça qu'il a été créé. J'ai longtemps voulu faire un podcast pendant 4, 5 ans et j'ai jamais osé parce que je me disais, il faut avoir une certaine communauté, il faut avoir une certaine crédibilité, il faut être bon dans le domaine, etc., etc. Vous connaissez toutes les excuses qu'on se dit. Et un jour, le fait de vouloir refaire un podcast m'est revenu très sérieusement dans la tête après avoir discuté avec un collègue qui est coach également, et il m'a dit que lui, il avait lancé son podcast, ça a replanté la graine, ça l'a bien arrosé. Là, je me suis dit, écoute, dans 2 jours, je poste mon podcast, et c'est comme ça que ça a été créé. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la phrase que je veux, c'est vraiment la valeur que je veux donner dans ce podcast, c'est passer à l'action. Réfléchissez après. C'est trop dommage, en fait, dans notre société, on a tellement de choix, on a tellement de possibilités, que ça soit en termes de job, en termes de sport, en termes de passion, en termes de voyage, on peut tout faire. Je parle évidemment dans les pays occidentaux, les pays où on est libre, entre guillemets, d'accord. On a tellement de possibilités de faire des milliers de choses qu'au final, on fait rien. Vous savez, c'est comme, je sais pas si vous avez connu ça, mais c'est comme quand on a tellement de jeux vidéo à jouer, qu'on sait pas à quel jeu vidéo on joue. On a tellement de possibilités qu'au final, on fait rien. Vous couplez ça à la flemmardise, à la peur de l'échec, à la peur de l'inconnu, à la peur d'être dans une zone très inconfortable. Et du coup, on se conforte dans notre petit, justement, confort et on reste comme ça. Et au final, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et on arrive 40 ans plus tard et on se dit, merde, je suis pas passé à l'action. J'ai pas du tout réalisé tout ce que je voulais faire dans ma vie. Je suis pas heureux dans ma vie. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Du coup, c'est pour ça, si vous avez une idée en tête, une passion, peu importe, on s'en fout, tant qu'elle respecte les autres, c'est, je pense, la seule chose qui est très importante, c'est tant que votre passion respecte les autres, passez à l'action et donnez tout ce que vous avez pour réussir dans ce domaine-là. Et quand je dis réussir, je ne parle pas forcément financièrement, je parle en termes de bonheur, en termes du fait d'être heureux, tout simplement. C'est ça la réussite de la vie, c'est quand on arrive à la fin de sa vie, on se dit putain, ouais, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Bref, je sais pas du tout où je pars, c'était pas préparé que je dise ça, mais pour moi, c'est très important de passer à l'action. Comme je vous le dis, je vais en reparler juste après. En ce moment, j'essaye de passer à l'action, on réfléchit après. Et voilà, j'en reparle juste après. Avant tout, du coup, on se retrouve pour le 4e épisode. Petit objectif, ça y est, j'ai mis les objectifs en place pour ce podcast. J'ai 3 objectifs, court terme, moyen terme et long terme. Le court terme, c'est faire 10 épisodes d'affilée. Moyen terme, 20 épisodes. Et long terme, c'est réussir à faire 52 épisodes d'affilée. J'aimerais beaucoup le réussir. Évidemment, si tout est ok, si tout se passe bien, d'accord. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve, mais si toutes les conditions sont réunies, je me mets l'objectif de faire 52 épisodes. Pourquoi ? Tout simplement, j'étais en train de réfléchir à comment formuler ma phrase. Pourquoi ? Tout simplement parce que un épisode par semaine pendant 52 semaines, ça fait un épisode toutes les semaines pendant un an, et j'aimerais beaucoup réussir à faire cette série d'épisodes, ça serait trop trop cool. Donc, voilà, c'est mon objectif. Après, en termes de nombre d'écoutes, de nombre de vues, ça, je m'en fiche. Je regarde très très peu le nombre de vues parce que, en fait, si je commence à tomber dans ce cercle de regarder les vues, regarder les stats, au final, je vais vite arrêter parce que je vais me dire que comparé aux autres, je fais des stats de merde. En vérité, je m'en fiche. Tant qu'il y a une personne qui écoute, moi, ça me fait plaisir. Et justement, je voulais remercier les quelques personnes qui m'ont fait un retour pour l'épisode d'avant. Je vous avoue que l'épisode d'avant, je ne stressais pas forcément de le publier, mais je me disais, voilà, quand on parle de base et tout, c'est vrai que sur
Sur les réseaux, on peut vite se faire incendier, alors que je sais pertinemment que j'ai raison, je sais pertinemment que ce que j'ai apporté, c'était énormément de valeur, mais voilà, j'avais pas envie d'avoir des haters. Et en vérité, bah, j'ai eu quelques retours qui ont été très très positifs, des gens qui, même, ont déjà un physique bien établi, m'ont dit, bah, ça fait toujours plaisir de se rappeler des bases, de se rappeler de ce qu'il faut mettre en place, des choses qu'on a tendance à oublier avec le temps. Donc vraiment, ça m'a trop fait plaisir. Donc bah, continuez à me faire des petits retours, même si c'est des retours négatifs. Je prends tous les conseils pour améliorer ce podcast, donc vraiment, n'hésitez pas. Bref, le sujet du jour aujourd'hui Le sujet du jour aujourd'hui... Excusez-moi. Bref, le sujet du jour, c'est un peu la continuité de l'épisode précédent. Vous savez, l'épisode précédent, je vous ai présenté les 3 piliers pour réussir une prise de muscle. Et ben là, je vais vous présenter les 5 habitudes à obligatoirement mettre en place pour avoir une bonne santé. Et je ne parle pas d'optimiser sa santé, je parle pour être en bonne santé. Ça veut dire que s'il y a une de ces habitudes qui n'y est pas, vous mettez votre santé en danger. Voilà, je vais utiliser le mot danger. Donc, on va en parler dans la deuxième partie. Avant tout, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en termes de performance, que ça soit côté sport ou côté business, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais par contre, mentalement, il s'est passé des choses. Vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais je me fais accompagner dans le business et ça a été une excellente décision. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision, d'avoir dépensé un petit peu d'argent, bah, un petit peu quand même beaucoup, dans cet accompagnement business parce que bah, déjà j'ai appris énormément de choses sur comment vendre mon service, parce que c'est quand même important. C'est bien beau d'avoir un service de qualité, mais si on n'arrive pas à le vendre, si on n'arrive pas à toucher des gens pour réussir à vendre ce service, bah au final, on fera absolument rien. Et du coup, bah, j'ai appris énormément de choses. Je continue à apprendre énormément de choses. Et surtout, la chose qui a été vraiment déterminante dans cet accompagnement, c'est que j'ai rencontré des personnes absolument formidables et des personnes qui, bah, en vérité, ne mâchent pas leurs mots avec moi, et même tous ensemble, on mâche pas nos mots, et on se dit les choses quand il faut les dire, et du coup, ces personnes-là me disent les choses en toute transparence, sans prendre de gants, et du coup, c'est trop trop bien, parce que ils m'ont cassé plein de croyances, plein de barrières que je m'étais mis, et ces barrières et ces croyances, je me les étais mises sans faire exprès, voilà, c'était juste, bah, avec l'expérience de ma vie, tout simplement, je me bridais, et ces gens-là m'ont tout cassé, pour que je puisse vraiment tout défoncer. Et là, du coup, ça fait 2 semaines à peu près que je suis dans ce processus de casser toutes mes croyances, de casser toutes mes barrières. Et au niveau du sport, ça commence à se faire ressentir parce que j'ai fait pas mal de progrès en calisthénie. Je vais en reparler plus tard dans un prochain podcast et aussi une grosse vidéo que je suis en train de préparer. Donc, je vais pas plus m'attarder là-dessus. Et bah, surtout au niveau business, maintenant, c'est incroyable parce que je me mets plus de barrières et je fonce. Et là, je commence à avoir les premiers retours positifs, les premiers retours sur investissement. Donc, c'est trop, trop cool. Voilà, c'était juste ma petite chose que je voulais dire par rapport à cette semaine, c'est que, bah, au final, même quand on pense ne pas avoir de barrières, quand on pense ne pas avoir de croyances, et ben en vérité, en discutant avec des gens qui ont eu peut-être le même chemin de vie ou alors qui ont une pensée différente de nous, et ben on se rend compte que bah si, on peut se brider. Et moi, notamment, une des choses dans lesquelles je me bridais, c'était que je voulais être trop gentil, entre guillemets, et que j'assumais pas ma position. Et du coup, bah, dans plein de choses, je me sentais pas légitime. Et ça, je m'en étais même pas rendu compte avant qu'on me le fasse, enfin, avant qu'on me le dise, en fait, finalement. Donc, c'est trop, trop cool. J'adore le processus comme ça. Là, je suis en train d'évoluer de ouf. Et du coup, c'est trop bien. Je sens que j'ai vraiment une énergie positive et une énergie de vouloir tout défoncer. Donc voilà, c'était juste le petit message pour cette semaine. On va donc passer maintenant bah, à la deuxième partie, parce que là c'était un peu la première partie, un peu introduction, qui dure déjà 10 minutes. Oh là là. Mais là on va passer du coup à la deuxième partie. Et la troisième partie, je le dis, je l'annonce, il y a une troisième partie maintenant qui va être très très courte. C'est en gros mes recommandations. Voilà, en fait j'écoute énormément de podcasts, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, pas forcément de divertissement, hein, mais beaucoup de vidéos YouTube, beaucoup de contenu finalement, parce que j'adore ça. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager mes recommandations du moment. Donc ça peut être soit un contenu, soit un podcast, soit une vidéo YouTube, soit un livre, soit un auteur. Bref, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, si je le partage, c'est que ce contenu, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé pertinent et que ça a eu un impact pour moi. Et là, le contenu, enfin
la recommandation que je vais vous faire, elle est vraiment extrêmement importante. J'ai appris énormément de choses. Bref, on en reparle juste après. Mais là, du coup, on va passer à la deuxième partie qui est les 5 habitudes à mettre en place pour être en santé, pour réduire à 99% le risque de mauvaise santé finalement. J'allais dire de maladie, mais je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme. Aujourd'hui, j'ai quasi pas préparé le podcast. Je me suis dit, je vais essayer de tout garder en tête et vraiment de tout balancer en mode improvisation. Donc c'est un exercice plutôt dur. Vous savez, d'habitude, j'ai ma petite to-do list, j'ai mes petits bullet points et au moins je sais à peu près ce que je dois dire. Là, je vais essayer vraiment de tout sortir de ma tête et voir ce que ça donne parce que je trouve ça très intéressant de potentiellement voir, comment dire ça. Bah, ça peut être intéressant de voir si j'arrive à bien formuler mes idées, que ça soit fluide et que ça soit cohérent et compréhensible. Voilà. Donc ça se sent peut-être dans l'introduction que j'ai pas du tout pris de notes. J'ai quand même noté les grosses habitudes parce que je me suis dit si j'oublie une habitude et que j'ai un trou de mémoire, je vais avoir l'air con. Donc j'ai quand même noté les habitudes et j'ai noté quelques phrases que j'ai trouvées sur internet qui peuvent être intéressantes, mais sinon tout le reste, ça va être de l'improvisation. Donc voilà, on passe maintenant au sujet du jour et avant ça, vous connaissez la petite routine, on boit un petit coup. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a plein de gens qui me disent pourquoi tu précises que tu bois. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout pourquoi je le précise, mais voilà, c'est comme ça, je le précise et voilà. Vous allez faire quoi? Vous allez rien faire de toute façon, c'est mon podcast. Bon, bref, je suis en train de partir en couille. On attaque. Première habitude qui est. En fait, elles sont toutes aussi importantes les unes que les autres, donc je vais pas dire elle est très importante, machin, mais en fait, elles sont toutes très importantes. La première habitude, vous le savez, en tant que coach sportif, je ne peux pas passer à côté de cette habitude, mais c'est bouge tous les jours. Bouger tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que vous levez le bras quand vous êtes assis sur le canapé, non, c'est pas ça. C'est que vous faites une activité physique tous les jours. Et quand je parle d'activité physique, je ne parle pas de faire une grosse séance de calisthénie de 2 heures tous les jours. Non, je parle de combiner plusieurs activités physiques. Et vous pouvez faire n'importe quelle activité physique qui vous plaise. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de faire de la calisthénie, vous n'êtes pas obligé de faire de la musculation. Faites ce qui vous plaît. Si pour vous, vous adorez faire du ping-pong, par exemple, eh bien faites. Si vous adorez faire du badminton, faites. L'important, c'est de bouger tous les jours. Et quand je parle de bouger, généralement, j'évoque du coup le sport, l'activité physique en tant que sport, et surtout la marche. La marche, on a évolué pour marcher, on n'a pas évolué pour rester assis. C'est très très important. Plus notre société évolue, plus on est sédentaire, moins on bouge, moins on se déplace, moins on sort de chez soi, parce que maintenant on peut se faire livrer, on a accès à tout ce qu'on veut, on peut regarder tous les films de chez soi, on n'est plus obligé d'aller au cinéma, on peut tout faire quasiment de chez soi, on n'est plus obligé de sortir, et du coup on est de plus en plus sédentaire, et sauf que notre corps pour l'instant, je dis pour l'instant parce que, bref, non je ne vais pas revenir là-dessus, mais notre corps n'est pas fait pour être aussi sédentaire que ça. Notre corps est fait pour bouger, il a évolué pour bouger. Il n'a pas évolué pour rester assis toute la journée. Il n'a pas évolué pour rester au bureau 8 heures par jour et après arriver chez soi, se poser dans le canapé, regarder la télé. Non, notre corps est fait pour bouger. On a un corps formidable. On est capable de marcher, on est capable de courir, on est capable de sauter, on est capable de faire des milliers de trucs. Et du coup, c'est très important de bouger tous les jours et de ne pas rester sédentaire. Pourquoi? Parce que le fait de rester sédentaire, alors je vais peut-être dire une bêtise, je me rappelle plus les chiffres, mais je sais pas si c'est la première cause de mortalité ou pas, mais je pense que c'est dans le top 3 des causes de mortalité, la sédentarité. C'est extrêmement néfaste pour nous, les humains. Donc, en gros, pour vous faire un petit listing des conséquences si vous ne bougez pas, si vous restez sédentaire, par exemple, votre métabolisme ralentit parce que vous brûlez moins de calories au repos. Donc le métabolisme, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre de calories qu'on brûle pour produire de l'énergie. Tout simplement, voilà, je vulgarise un max pour que tout le monde comprenne. Vous avez une sarcopénie qui est accélérée. Sarcopénie, c'est quoi? C'est une perte de muscle. Et si, du coup, vous n'utilisez pas ces muscles pour bouger, vous les perdez tout simplement, comme j'avais expliqué dans le podcast précédent.
Si on n'utilise pas un muscle, on le perd parce que le corps, il n'en a pas besoin et les muscles consomment de l'énergie. Et du coup, le corps, lui, ce qu'il veut, c'est survivre en consommant le moins d'énergie possible. Donc, s'il n'a pas besoin d'un truc qui lui consomme qui lui consomme de l'énergie, il va le virer tout simplement. Donc, c'est pour ça que vous ne prenez pas de muscle en ne rien faisant. Et si vous faites rien, au contraire, vous allez perdre très très vite du muscle. Vous avez le surpoids qui augmente. Forcément, vous bougez moins, on mange de plus en plus. Et en plus, si vous êtes quelqu'un qui est très sédentaire, généralement, vous ne mangez pas très très clean. Vous ne comptez pas vos calories, par exemple. Donc, du coup, vous mangez certainement plus que ce que vous dépensez. Donc, du coup, vous prenez du poids, vous prenez de la graisse, notamment de la graisse viscérale. Et ça, c'est très très mauvais pour votre corps. Vous vous en doutez, l'obésité qui est encore une principale cause de maladies cardiaques, il y a des risques de diabète de type 2, enfin bref, tout plein de maladies qui sont vraiment pas cool. Et ça, c'est juste une toute petite partie. Vous pouvez également développer des douleurs articulaires. Combien de personnes qui restent assis toute la journée se plaignent d'avoir mal au dos alors que ces personnes-là ont à peine 30 ans. 30 ans, il faut se rendre compte que c'est très jeune encore. Dans notre société, là, à l'heure actuelle, c'est très très jeune, 30 ans. On n'est pas censé avoir mal au dos tout le temps, ne pas réussir à se déplacer, avoir du mal à se lever. C'est pas normal en fait. C'est pas normal à 30 ans de ne pas réussir à se mouvoir comme il faut. C'est non, c'est pas normal en fait. Voilà, c'est tout. Parce que j'allais partir dans des trucs un peu plus violents, mais j'ai pas envie non plus d'être violent, mais c'est pas normal. Et à 30 ans, on devrait être capable de pouvoir courir. Je parle pas de courir des marathons, mais on devrait être capable de se mouvoir sans réaliser un gros effort. On ne devrait pas avoir des maux de dos régulièrement. Alors ça peut arriver de se bloquer le dos. Moi, ça m'arrive, mais ça doit être juste passager, d'accord? Ça doit pas être quelque chose de chronique. Vous avez, comme je l'ai dit, des risques de maladies cardiovasculaires parce que votre cœur, vous ne l'utilisez quasi pas, donc du coup, il est bien moins efficace. Vous avez le stress qui augmente parce que, en fait, vous vous sentez pas bien. Votre corps a besoin de bouger. Comment expliquer ça? Comme je le dis, votre corps n'est pas fait pour rester immobile. Il n'est pas fait pour rester assis. Il a besoin de bouger. Les hormones, tout le processus chimique dans votre corps fait que vous avez besoin de bouger. Et si vous ne bougez pas, tout ça est perturbé. Et du coup, vous avez plus de risques de développer, par exemple, une dépression. Ou c'est pour ça que c'est très courant de voir des gens qui sont déprimés parce qu'ils bougent pas, ils sortent pas de chez eux. Et je trouve que c'est très très grave. J'avais j'avais copié-collé un texte que j'avais trouvé sur santé.gouv, je crois, donc la chose du gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont 100% raison, mais ça veut juste dire que c'est quand même quelque chose, je pense, d'assez crédible. Il disait, indépendamment des autres facteurs de risque, la sédentarité est associée à une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de cancer du côlon, l'endomètre, sein, poumon, etc., d'obésité, d'anxiété et de dépression. Elle est associée à une hausse de la mortalité, toutes causes confondues, et par maladies cardiovasculaires et cancer. Passer plus de 8 heures par jour en position assise expose à un risque pour la santé. Un peu plus d'un tiers des adultes passent plus de 8 heures par jour dans un comportement sédentaire, avec une proportion plus élevée chez les adultes les plus jeunes, 42% des 18-44 ans, que chez les adultes plus âgés, 31% des 45-64 ans. C'est très très grave et comme je le dis, dans notre société actuelle, on est de plus en plus sédentaire, on bouge de moins en moins. Quand on est à l'école, on est assis derrière notre bureau, quand on travaille, je ne sais pas si c'est plus de la moitié des travails ou pas, mais énormément de travail se font dans un bureau où on est assis, on ne bouge jamais. Ensuite, on rentre chez nous, on fait quoi? On s'assoit pour manger, on s'assoit sur le canapé pour regarder la télé, ensuite on se met au lit et on scrolle sur le téléphone. Bref, on ne bouge plus et c'est très très grave. Je voulais faire aussi une petite aparté pour les gens qui font du sport régulièrement. Donc, par exemple, ceux qui font de la calisthénie, on va dire 4 à 5 fois par semaine pendant 1h30. Si vous faites du sport, ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas sédentaire. Si vous faites 1h30 de séance de sport 5 fois par semaine, ça ne fait pas de vous quelqu'un de pas sédentaire. Au contraire, si vous passez votre journée, par exemple à votre travail ou en études, vous êtes tout le temps assis, ensuite vous rentrez chez vous, vous êtes tout le temps assis, les seuls moments où vous êtes vraiment en activité physique, c'est quand vous faites votre sport, vous êtes malheureusement sédentaire et vous êtes à risque aussi
Donc, c'est très, très, très important de bouger régulièrement. Donc, quelles sont les choses que moi je recommande de mettre en place? C'est des choses très, très simples pour la plupart, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Du coup, pour moi, déjà, la première chose à mettre en place que tout être humain sur cette planète devrait mettre en place parce que c'est tellement hyper important, c'est marcher. Marcher, 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 marcher. Peu importe que vous marchez dehors ou chez vous, si jamais vous ne pouvez pas sortir parce que pour X ou Y raison, je ne sais pas, mais il faut marcher. Alors, on voit passer beaucoup le fameux 10 000 pas par jour. Moi, j'aime bien ce 10 000 pas par jour, mais maintenant, il y en a beaucoup qui critiquent en disant oui, on n'a pas besoin de faire 10 000 pas par jour, gna gna gna. En vérité, c'est pas le chiffre 10 000. Si vous faites 9 000 pas, c'est pareil. D'accord? Votre corps, il compte pas le nombre de pas. Ce qui compte, c'est le mouvement. Ce qui compte, c'est marcher. Et pourquoi on dit 10 000 pas par jour? C'est surtout que, en fait, ça donne un chiffre rond. Si on avait dit, oui, 7 557 pas, bon, bah là, ça aurait pas autant parlé aux gens que 10 000 pas par jour. Donc, 10 000 pas par jour, moi, en vrai, je trouve ça assez cohérent et assez facile à mettre en place pour la plupart des gens sur cette planète. Donc, vraiment, moi, je trouve aucune excuse valable pour que les gens ne marchent pas 10 000 pas par jour. En enlevant évidemment tout handicap qui empêcherait les gens de marcher, évidemment, je ne suis pas bête, mais si vous êtes en bonne santé, entre guillemets, que vous pouvez vous déplacer et que vous ne faites pas, et que vous ne faites pas vos 10 000 pas par jour, pour moi, c'est très très grave. Alors, pourquoi c'est très très grave? Parce que déjà, regardez votre nombre de pas sur votre téléphone. La plupart des smartphones maintenant comptent le nombre de pas. Il y a un podomètre qui est plus ou moins précis maintenant. Mais regardez le nombre de pas que vous avez. Généralement, c'est très très bas. 10 000 pas, ça correspond à peu près 1 heure et demie de marche par jour. Dépendamment de la vitesse à laquelle vous allez. Ça se situe entre 1 heure et 1 heure et demie. Plus vous allez marcher vite, évidemment, plus vous allez avoir vos pas rapidement. 1 heure et demie, quand je vous dis comme ça, 1 heure et demie de marche, ça paraît énorme. Mais en fait, c'est pas vous marchez pendant 1 heure et demie d'affilée. Vous pouvez séparer en 3 blocs, par exemple, ces 10 000 pas. Moi, ce que je faisais à une époque, notamment quand j'ai commencé à mettre ça en place il y a, je sais pas, 6 ans, je crois. Depuis 6 ans, dites-vous, moi, par exemple, ça fait 6 ans que j'ai minimum 10 000 pas par jour. Il y a que quelques jours, et je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, où j'ai pas réussi à atteindre ces 10 000 pas parce qu'il y a eu des facteurs externes que potentiellement, j'en reparlerai dans ce podcast ou pas, je ne sais pas encore. Mais globalement, j'ai toujours les 10 000 pas par jour. Ça, c'est vraiment un no-brainer, comme on dit, c'est obligatoire. Que ça soit jour de repos ou non, j'ai 10 000 pas par jour. Et ce que je faisais au début, en fait, c'est que je marchais une demi-heure le matin avant d'aller au travail, une demi-heure le midi après avoir mangé, et une demi-heure le soir après avoir mangé. Et au final, une demi-heure, ça passe très très bien. Et là, je vois déjà les gens qui vont me dire, qui vont me sortir l'excuse de ouais, mais en plus, c'est la période, on est en automne, il fait froid, il y a beaucoup de vent, il pleut, c'est la tempête. euh, Quelle excuse je pourrais ressortir? Il neige, ça glisse dehors. Et au bout d'un moment, au bout d'un moment, allez vous faire foutre, quoi. Arrêtez de chercher des excuses, putain. Franchement, il pleut et alors? Votre peau, elle est étanche. Déjà, ça, c'est la première chose. D'accord? Personne n'est mort sous la pluie. Quand il pleut, dites-vous, nos ancêtres, eux, vivaient dehors, ils vivaient sous la pluie, ils vivaient dans le froid, ils vivaient dans le chaud, ils vivaient. Bref, ils se plaignaient pas. Et nous, on se plaint parce qu'il pleut 3 gouttes? Non, je n'accepte pas cette excuse de il pleut. Il existe en plus à notre époque des parapluies, des coupe-vents, des doudounes, bref, vous avez 100 000 accessoires que vous pouvez mettre sur vous pour sortir dehors. Oui, c'est pas agréable, mais on s'en fout. On est là pour marcher, pour se dépenser un petit peu, pour notre santé. Est-ce que votre santé ne vaut pas plus qu'une simple pluie? Enfin, je sais pas, pour moi, quand je le dis, quand je pense en fait à tous les bénéfices que la marche peut amener, donc mettre le corps en mouvement, ne plus être sédentaire, diminuer le risque de maladies cardiovasculaires, diminuer le risque de diabète de type 2, diminuer le risque de cancer, diminuer tous ces risques-là, je me dis, mais c'est pas la pluie qui va m'arrêter en fait. Donc, c'est pas une excuse valable. Quand il y a du vent, pareil, vous faites attention. Et si jamais, là je parle surtout aux parents, parce que c'est les seuls auxquels je peux leur trouver une toute petite excuse, c'est les parents. Souvent, les parents qui ont des enfants en bas âge, qui ne peuvent pas se garder tout seuls, encore une fois, si vous les avez H24 avec vous et que
bah, il y a beaucoup de vent dehors, il pleut dehors et que vous n'avez pas forcément envie d'emmener vos enfants dehors, même si pour moi je pense que c'est une bonne idée de les emmener dehors parce que bah, déjà ça les fait prendre l'air. Après voilà, je suis pas parent donc je vais pas m'attarder plus dessus, mais si jamais il y a vraiment des raisons valables qui fait que vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez marcher chez vous. Et oui, vous marchez dans votre couloir, vous marchez dans vos pièces. Oui, vous aurez l'air d'un con, ça c'est sûr et certain. Mais on s'en fout, il n'y a personne qui vous regarde chez vous. Si votre famille vous regarde et vous juge, bah on s'en fout. Vous leur expliquez pourquoi vous faites ça et ils vont très bien comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, c'est que c'est eux les gens bizarres en fait. Donc vraiment, on s'en fout. L'important, c'est essayer de viser 10 000 pas par jour. 10 000 pas, c'est un chiffre rond, c'est satisfaisant quand on a 10 000 pas parce que 10 000, ça paraît énorme. Donc, du coup, vraiment, essayez vraiment de viser minimum 10 000 pas par jour. Euh, ouais, je pourrais faire les louanges de la marche. En vérité, depuis que je marche, je peux plus manger, donc plus me faire plaisir sur la bouffe. Quand je dis me faire plaisir, c'est pas. On en reparlera juste après de la nourriture, mais vraiment, je peux me faire plus plaisir en termes de quantité. Et pourtant, mon corps est toujours aussi sec, toujours aussi fonctionnel, toujours aussi en bonne santé, en fait. Enfin, en tout cas, je me sens en bonne santé. J'ai moins mal au dos. Avant, j'avais, je pense, tous les mois, je me bloquais le dos. Là, ça arrive que très rarement. Ça arrive, je sais pas, une fois tous les 6 mois. Bref, je me sens vraiment en meilleure santé. Donc ça, c'est vraiment la chose que tout le monde devrait faire. Que tout le monde devrait faire. Ensuite, il y a les tout petits mouvements que vous pouvez mettre en place. C'est par exemple prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, prendre les escaliers au lieu de l'escalator. Euh, Essayez de, quand vous arrivez au magasin pour faire vos courses, essayez de ne pas se garer pile devant, mais essayez de vous garer un peu plus loin. Comme ça, vous marchez un petit peu. Voilà. Essayez de faire ces petits mouvements qui paraissent anodins, et en soi, ils le sont, mais ça évite de rester trop sédentaire. D'accord. Ensuite, si vous travaillez assis, si vous avez, par exemple, vous travaillez dans un bureau, vous êtes tout le temps assis, essayez de vous lever régulièrement. Voilà, toutes les 30, 45 minutes, vous vous levez, vous faites des petits étirements, vous essayez de marcher un petit peu dans le bureau. On s'en fout de vos collègues qui vous jugent, on s'en fiche. Là, vous faites ça pour votre santé, en fait. Et si votre chef vous dit, mais qu'est-ce que tu branles, travail, vous lui expliquez concrètement pourquoi vous faites ça, vous lui expliquez concrètement que si vous êtes en mauvaise santé à cause de ça, bah, vous n'allez pas pouvoir être productif dans votre travail. Donc c'est vraiment très très important de marcher. Et s'il ne comprend pas, bon bah au bout d'un moment, vous pouvez changer de travail aussi. Voilà. Mais c'est vraiment super important. Euh, Si jamais vous travaillez au bureau de chez vous, moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter un bureau qui se lève. Moi, c'est un achat que j'ai fait tout récemment et vraiment ça a changé énormément de choses. Vous achetez un bureau qui se lève, comme ça déjà, toutes les tâches qui ne demandent pas une concentration extrême, et même en vérité, je me rends compte que toutes les tâches que je fais, il y en a qui demandent de la concentration, je peux les faire debout, et je me sens tellement plus productif, je m'endors moins, j'ai moins de coups de fatigue, je me sens vraiment au top de ma forme quand je travaille, et ça du matin jusqu'au soir. Donc c'est vraiment génial, je vous le recommande. Et il y a des bureaux vraiment pas chers sur Amazon, moi le mien je crois que je l'ai payé 150 euros. Franchement, pour tous les bénéfices que ça apporte, je trouve ça vraiment pas cher. Et pour les plus déterminés d'entre vous, vous pouvez investir également dans un tapis de marche. Donc, je sais que moi, j'ai investi dans un tapis de marche qui m'a coûté 90 euros, pas très très cher. Et du coup, bah, en plus de toute la marche que je fais en extérieur, eh ben, je me suis rajouté encore un peu de marche maintenant que je travaille de chez moi. Donc, par exemple, quand je parle aux personnes sur Instagram, quand je fais un petit peu de montage qui ne demande pas beaucoup de concentration, j'utilise mon tapis et du coup, ça me permet d'être en activité et en même temps de travailler. Donc, en fait, je fais d'une pierre deux coups et c'est vraiment génial. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que je vous recommande. En termes d'activité physique maintenant, qu'est-ce que moi je recommande? Déjà, je vous recommande au mieux possible de travailler autant le renforcement musculaire que le cardiovasculaire. C'est hyper important de travailler ces deux facettes de votre corps parce que bah, les deux vont améliorer votre santé tout simplement. Donc c'est pour ça que je recommande de travailler du renforcement musculaire pour entretenir vos muscles et le cardio pour entretenir votre cœur. D'accord? Donc en recommandation au minimum, on pourrait placer quelque chose comme 2 à 4 séances de renforcement musculaire par semaine et 1 à 2 séances de cardio par semaine. Vous pouvez évidemment faire l'inverse, dépendamment de vos objectifs. Voilà, c'est juste des recommandations un peu random que je donne, mais c'est bien de faire régulièrement du sport. C'est super important. Je vais pas
faire toutes les louanges du sport. Je pense que tout le monde sait ce que le sport fait à notre corps. Donc, voilà. Donc on a parlé du sport, on a parlé de la marche, on a parlé du fait de faire des petits mouvements si possible. Faites également, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais essayez de faire de la mobilité, de faire de la souplesse, c'est très important. Vous pouvez, par exemple, moi, quelque chose que j'aimais bien faire à l'époque, c'est faire mes séances de mobilité devant ma série Netflix. À l'époque, je regardais beaucoup Netflix, plus du tout maintenant. Mais quand je regardais Netflix, je faisais mes étirements, ma souplesse, des fois mes grosses séances de mobilité devant l'épisode. Et voilà, comme ça, pareil, au lieu de rester assis sur le canapé à regarder la télé, bah, j'étais sur mon tapis et je faisais ces exercices. Donc voilà, maintenant que je regarde plus la télé, je fais ces exercices juste dans ma salle de sport. Mais je trouvais que c'était une bonne manière d'allier l'utile à l'agréable. Donc voilà, trouvez des petites techniques comme ça. Si vous voulez pas tout arrêter d'un coup, par exemple, vous voulez pas arrêter de regarder la télé, bah, faites votre séance de sport devant la télé. Évidemment, c'est pas l'idéal en termes de concentration, en termes de visualisation, mais c'est mieux que ne rien faire. D'accord. Et évidemment, vous allez voir là, dès que vous allez bouger un peu plus sur le moyen terme, vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, vous allez être de meilleure humeur. Votre sommeil, sans même que vous mettez des choses en place, va s'améliorer. Vous allez perdre du gras parce que votre métabolisme va se réguler. Vous allez prendre un peu de muscle. Vos hormones vont être un peu plus stables. Bref, votre santé mentale également va s'améliorer. Bref, tellement de choses positives que, voilà, encore une fois, comme je dis, ces habitudes, c'est des no-brainers, c'est-à-dire que c'est des choses que tout le monde devrait faire. Tout le monde qui est capable de se déplacer, tout le monde qui est, en fait, qui n'a pas d'excuse valable au fait de ne pas pouvoir bouger, devrait faire tout ce que je viens de dire. Ok. Donc, voilà. Et je ne veux pas entendre d'excuses à dire, ouais, mais c'est dur, ouais, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai fait une vidéo sur YouTube sur les personnes qui me disaient, je manque de temps, je vous invite à aller la regarder. Pour moi, je manque de temps, c'est du bullshit, d'accord. On a tous le temps, donc voilà. Voilà du coup pour l'habitude de bouger. Normalement, j'ai rien oublié. Bouger tous les jours, on allie marche et sport. Et quand je dis 10 000 pas par jour, c'est tous les jours. C'est pas en moyenne sur la semaine. Non, c'est tous les jours, vous faites 10 000 pas minimum. Voilà. Après, si vous faites un peu moins. En fait, j'ai pas envie de vous dire c'est pas très grave parce que du coup, vous allez prendre au pied de la lettre, vous allez vous dire ouais, mais du coup, c'est pas très grave. Et au fur et à mesure de dire ouais, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave, vous allez vous retrouver avec 3 000 pas par jour. Non, essayez de viser 10 000 pas. En vrai, c'est super satisfaisant d'avoir 10 000 pas. C'est super satisfaisant de voir que sur toute l'année, on a fait 10 000 pas par jour. C'est trop, trop cool. Donc, vraiment, c'est ce que je vous recommande. Et après, si vous voulez faire plus, vous pouvez faire plus. Moi, je sais qu'en ce moment, je suis à 15 000, que depuis que j'ai le tapis, j'essaye de monter à 20 000. Mais je me dis, en fait, je m'enferme pas en mode, il faut que je fasse absolument 20 000 pas. Non, mon minimum, c'est 10 000. Bah, si à la fin de la journée, j'ai 11 000 et que bah, c'est le moment d'aller se coucher, je vais pas aller marcher dehors 5, 6, 7 000 pas juste pour atteindre un chiffre supérieur. Non, je me dis que 10 000, c'est le minimum. Donc si j'ai au moins 10 000, c'est très très bien. Si je peux faire plus, c'est ok. Mais je me mets pas dans des états de manque parce que j'ai pas mes pas. D'accord. Je me mets dans cet état-là que si j'ai pas les 10 000 pas. Voilà. Donc, je sais pas si ça fait sens tout ce que je raconte. J'espère en tout cas. 33 minutes qu'on tourne et j'ai dit qu'une seule habitude, il y en a encore 4. On va essayer d'aller un poil plus vite parce que si je commence à perdre du temps comme ça va pas le faire. On va juste boire le thé. Alors là, c'est un petit thé à la vanille que ma copine a acheté. Il est super bon. Super bon. D'habitude, je suis pas très thé ou tisane. D'ailleurs, je sais même pas la différence entre les deux pour vous dire. Et bah, celui-là, je kiffe bien. Franchement, c'est vraiment top. Bref, deuxième habitude à absolument mettre en place. Pareil, vous vous en doutez, elle est tout aussi importante que la première. Et elles vont limite de pair, c'est manger bien. Et manger bien, ça ne veut pas dire que on arrête juste les fast-foods. Non, ça veut dire qu'on fait vraiment attention aux produits qu'on consomme. D'accord. On essaye de... C'est même pas on essaye en fait, c'est on mange bien. On mange sainement. D'accord. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Je ne vais pas revenir sur tous les risques si on mange mal, mais on a par exemple le risque de surpoids, le risque de carence, la fatigue quotidienne. On peut avoir des pics de glycémie, les hormones en vrac. On peut avoir une mauvaise qualité de la peau, mauvaise qualité des cheveux. On peut perdre nos cheveux. Beaucoup de calvities sont dues à ça. Une immunité qui se réduit, entre guillemets. Vieillissement accéléré. Qu'est-ce qui me vient en tête rapidement? Oui, des inflammations chroniques. Bref, énormément de choses qui sont vraiment pas top top.
Évidemment, risque de maladie cardiovasculaire, risque de diabète de type 2 quand on mange trop sucré. Enfin bref, voilà, je vais pas vous faire la liste. Je pense que cette liste, vous l'avez entendue des centaines de fois. Et pourtant, vous continuez à manger de la merde, vous continuez à manger n'importe comment, vous continuez à aller au McDo. Bref, comment manger bien? Bah en vrai, c'est très très simple. On mange des produits bruts le plus possible. On essaye de manger le moins transformé possible, voire on arrête les produits ultra transformés. C'est surtout les produits ultra transformés qu'il faut arrêter. Les produits transformés, il y en a certains qui sont bons, comme par exemple, je pense au fromage. Le fromage, c'est un produit transformé, ça a été transformé par l'homme, hein. La vache, elle sort pas le fromage de son pis comme ça. Donc, certains fromages sont quand même très très bons pour la santé, ou en tout cas, ils sont pas mauvais pour la santé, à condition voilà, de prendre de la bonne qualité et de manger en quantité raisonnable. C'est comme pour tout. Mais les aliments ultra transformés, les plats tout prêts, les plats, vous savez, à faire chauffer au micro-ondes, la charcuterie, enfin, bref, tous ces produits-là, c'est de la grosse merde. Alors, pour la charcuterie, je mettrais quand même un peu de côté, oui, c'est de la merde, mais on pourrait y caler selon la qualité de la charcuterie, évidemment. Je ne parle pas de la charcuterie qu'on trouve à Carrefour, je parle de la très très bonne charcuterie, que vous savez d'où elle vient, vous savez qu'il n'y a pas de merde rajoutée dedans, c'est pas l'idéal pour la santé, mais ça peut servir pour de temps en temps se faire, entre guillemets, plaisir. Et d'ailleurs, j'ai envie de revenir sur se faire plaisir, parce que je trouve que c'est quelque chose qui revient beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Les gens qui disent, par exemple, moi, je mange fast-food, je mange tacos, je mange des restos chinois à volonté une fois par semaine pour me faire plaisir. Je trouve ça très très grave que pour se faire plaisir, on s'oblige à aller dans un fast-food. Surtout quand on voit le prix maintenant des fast-food, je me dis que c'est très très grave parce que je suis convaincu à 100% que personne ne prend du plaisir à manger McDonald's. Ça, c'est quelque chose que je suis persuadé. C'est comme scroller sur les réseaux sociaux. Personne ne prend de plaisir à scroller sur les réseaux. On le fait juste par habitude, par addiction et parce qu'on pense que ça nous fait du bien. Mais in fine, ça ne nous fait pas du bien. Et ça, j'en suis persuadé et je suis limite pas ouvert au débat, d'accord? Pour moi, par exemple, je vais prendre l'exemple de McDonald's. Il n'y a aucun bénéfice concret à manger McDo, si ce n'est être servi rapidement. À la limite, c'est peut-être juste le seul point positif. Sinon, maintenant, vu les prix, vu les quantités et vu la merde que c'est, je ne comprends pas qu'on continue à aller là-dedans. Et en fait, si pour vous, vous êtes convaincu, vous prenez du plaisir gustativement, bah déjà c'est très très grave, mais surtout c'est que en fait, vous avez tellement habitué votre palais à manger de la merde que pour vous, gustativement, McDonald's c'est super bon. Et ça, c'est très très grave, comme je le répète. Ce que je vous conseille de faire déjà, c'est de supprimer toutes ces merdes, les tacos remplis les giga tacos, les fast-food, les restos chinois à volonté où c'est de la nourriture de merde. Encore les restos chinois, on peut y mettre à part, mais vraiment tout ce qui est fast-food où c'est vraiment juste comment on appelle ça, je m'en rappelle plus. Mais en gros, c'est juste de la merde et on vous fait bouffer hyper vite, hyper vite, hyper vite. Et genre en 20 minutes, vous ressortez, vous avez hyper mal au ventre et 10 minutes après, vous avez refaim parce que vous avez tellement mangé de la merde que vous n'êtes pas rassasié. Bah, vous supprimez tout ça et à la place, vous allez dans des vrais bons restos. D'accord? Faites-vous plaisir avec des vrais trucs, avec des vrais restos, avec un vrai service. Un endroit où les gens ne font pas la gueule quand ils vous servent, un endroit qui est propre, un endroit où la nourriture est saine. Évidemment, quand on va au resto, on ne sait jamais d'où provient la nourriture, ça se trouve on mange du surgelé, mais ça sera jamais aussi pire que McDonald's. Voilà. Moi, je suis en train de calculer, je crois que ça fait plus de 2 ans, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas mangé fast-food. Ouais, je crois que c'est ça. Le dernier, c'était KFC. Et j'étais déjà revenu de mon voyage d'Australie. Donc ouais, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, je pense, que j'ai pas mangé de fast-food. Et franchement, c'est pas du tout un regret. J'en ai pas du tout l'envie. Et quand avec ma copine ou mes amis, on a envie de se faire plaisir, de se faire un resto, et ben on va dans un vrai bon resto. Et moi, je m'interdis de manger là-bas, donc dans les fast-food, parce que ça ne m'apporte absolument rien. Je vous le dis, on n'est plus des enfants, on est des adultes. Et me parlez pas de prix parce que c'est tellement cher pour ce que ça apporte que c'est de la merde. Voilà, je vous le dis, je sais pas comment l'expliquer. Bref, je vais pas attirer plus sur les fast-food, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut se faire plaisir, on essaye de se faire plaisir quotidiennement. Et quand je parle de se faire plaisir, c'est pas on mange une sucrerie, on mange un petit truc de merde, on mange une glace. Non, c'est que votre nourriture que vous mangez quotidiennement doit vous
plaire, d'accord? Ce n'est pas normal de ne pas aimer ce que vous mangez quotidiennement et du coup d'avoir ce besoin tous les week-ends de s'éclater le bide dans des trucs nuls, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important de varier les choses que vous mangez, varier les légumes, varier les textures, varier les types de cuisson, varier les viandes, varier les couleurs, varier tout en fait. Vous variez tout, mais tout en mangeant sainement. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, à force de varier, à force de goûter plein de différents produits, vous allez aimer certaines choses. Vous allez vous rendre compte que putain, vous adorez ça. Vous allez vous rendre compte que vous aimez ça aussi. Bref, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument arrêter tous les restos un peu type pizzeria, tacos et tout? Non, si vraiment vous avez envie, vous pouvez y aller. Surtout que, bon, une bonne pizza, ça fait plaisir, ça. Quand la pizza est vraiment bien faite, ça peut faire plaisir. Mais vraiment, réduisez au maximum. Et si vraiment vous voulez vous faire une pizza, soit vous allez au restaurant de la pizza, arrêtez déjà tous ces distributeurs automatiques de pizza. Ça, j'ai jamais compris pourquoi les personnes allaient là-dedans. Bref, surtout qu'en plus, on peut se faire livrer la pizza. Mais bref, moi, ce que je vous recommande, c'est si vraiment vous avez envie de manger de la merde comme pizza ou tacos, allez au restaurant, mangez au restaurant, évitez de vous faire livrer, sauf si vous allez regarder un match. Évidemment, il y a plein de... Il y a plein de... Oui, mais si je fais ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, ce que je vous recommande, c'est... Si vous voulez manger de la merde, déplacez-vous au restaurant et mangez au restaurant. Comme ça, au moins, vous avez un service, vous avez une expérience qui est meilleure que juste manger la pizza devant votre série Netflix. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vraiment ça fait sens ce que je dis. J'espère vraiment que vous comprenez. Bref, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Évidemment que je continue à manger, par exemple, des Kinder ou des choses comme ça. Ça m'arrive de temps en temps. Mais j'essaye globalement de réduire tout ça et de plutôt me faire plaisir avec des aliments qui sont sains. Voilà. En termes d'eau, on essaye de boire très régulièrement et surtout en termes de quantité. Le minimum du minimum de ce que je recommande, c'est 1,5 litre, 2 litres. Mais si vous sentez que vous devez boire plus parce que vous transpirez beaucoup, vous avez souvent la gorge sèche, eh ben buvez. Et on n'attend pas d'avoir soif pour boire, on essaie de boire régulièrement. Si vous avez soif, c'est que c'est déjà trop tard et que du coup votre corps vous envoie des signaux de il faut que tu bois. Ok? Donc ça c'est très important. Et puis après on évite les produits trop sucrés, on évite les produits trop gras, trop salés, etc. Voilà. En termes de portions, moi, ce que je recommande, c'est de manger à votre faim, dépendamment de votre objectif. Dépendamment de votre objectif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en prise de masse et que vous avez un petit appétit, bah là, vous allez devoir légèrement manger plus et vous forcer. Et l'inverse, si vous avez un gros appétit mais vous cherchez à perdre du poids, vous allez devoir manger un peu moins. Mais globalement, si vous n'avez pas forcément d'objectif physique, essayez de manger à votre faim. Dès que vous avez plus faim, vous arrêtez. Et voilà, tout simplement. Donc ça, c'est, je pense que j'ai rien oublié. On essaye de manger des légumes tous les jours, des fruits tous les jours, parce que c'est vraiment super bon pour la santé. Ça apporte plein de vitamines, plein de fibres, oui, de micronutriments finalement. Donc voilà, tout simplement. Et on fait gaffe à la provenance et la qualité des aliments. Ouh, j'ai failli oublier ça. Ça, c'est très très important. Mais par exemple, les œufs, tout simplement, les œufs qui est une excellente source de protéines. Les œufs, il y a différents types d'œufs. Vous avez, par exemple, vous savez, une sorte de numéro de série sur l'œuf. Eh bien, privilégiez les œufs 0 FR ou à la limite 1 FR, parce que les 0 FR sont quand même plus chers, plutôt que les 2 ou 3 FR, parce que les 2 ou 3 FR, c'est généralement des poules qui sont élevées en batterie, je crois que c'est le terme, et du coup, elles ne voient jamais la lumière du soleil, elles sont nourries n'importe comment, elles sont gavées, elles n'ont pas d'espace, elles ne bougent absolument jamais, donc ça va jouer sur la qualité des œufs. Donc essayez de privilégier les œufs de poules élevées en plein air, de poules qui ont été bien nourries, et si jamais c'est possible, essayez d'éviter d'acheter vos œufs au supermarché, mais plutôt aller voir le producteur du coin si jamais vous en avez un à proximité. Voilà. Comme ça, au moins, vous pouvez discuter directement avec le producteur, vous savez exactement avec quoi il est nourri, et ça peut être vraiment très très intéressant. Moi, c'est ce que j'essaie de privilégier, notamment avec le miel. Par exemple, le miel, j'achète pas du tout le miel de merde qu'on nous vend au supermarché. Je vais chercher mon miel. Bon, j'avoue que c'est ma mère qui me l'amène, mais je sais que c'est un vrai apiculteur qui le fait, qui ne rajoute pas de merde dedans, que c'est du vrai bon miel, et son miel est super bon. Donc, voilà. On essaie de privilégier à chaque fois les petits producteurs, les gens à qui on peut parler et qu'on sait exactement ce qu'ils mettent dedans. Voilà. Après, on fait ça dépendamment de son budget, évidemment. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué niveau finance d'aller de manger localement.
Des fois, ça coûte un peu moins cher d'acheter au supermarché. Voilà, moi je suis quand même de l'avis de dépenser un peu plus d'argent dans de la bonne nourriture parce que c'est important pour ma santé et c'est potentiellement des économies qu'on fera parce que en fait quand on est en mauvaise santé, bah forcément on a beaucoup plus de dépenses et ça c'est vraiment pas cool même si en France on dispose entre guillemets de la sécurité sociale. Je vais pas en parler maintenant mais voilà c'est pas forcément quelque chose qu'on nous rembourse hein, parce que c'est nous qui finançons ça. Bref, c'est pas le sujet. On mange bien, on mange local et on mange surtout pas de produits ultra transformés. Voilà, c'est un peu le résumé. Troisième habitude, on essaye de dormir suffisamment et surtout de bien dormir. Le sommeil, je pense que le sommeil... Alors, j'essaye de voir si le sommeil, on ne pourrait pas le mettre en top 1 de l'habitude à mettre en place pour être en bonne santé. Est-ce que je sais pas, franchement, je sais pas. Je suis pas assez renseigné sur le sujet en termes de pouvoir faire un podium de quelle habitude est la meilleure. Mais vraiment, le sommeil, c'est ce qui régit toute votre journée. Vous l'avez déjà sûrement vécu, un sommeil de merde, et après la journée, vous le sentez, vous êtes à 50% de votre capacité, vous avez du mal à faire votre sport, vous avez du mal à travailler, vous avez du mal, vous êtes aigri. Je dis vous, mais je m'inclus dedans. Vraiment, une mauvaise nuit de sommeil, ça peut être très très mauvais. Pareil, j'avais noté un truc, j'avais copié-collé un truc qui disait, d'après une étude américaine de 2010, des nuits de moins de 6 heures augmentent le risque de diabète de type 2 de 28%. D'autres études ont montré un lien entre le manque de sommeil chronique et le risque de maladies cardiovasculaires. Hypertension, accident vasculaire cérébral, infarctus, mais pour l'instant, les mécanismes sont encore mal compris. Par ailleurs, le sommeil joue un rôle dans le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Des nuits trop courtes favorisent aussi le risque d'infection et de certains cancers. Est-ce que vous avez remarqué, et moi, oui, je l'ai remarqué, que quand vous enchaînez des nuits de merde, vous tombez malade quasi systématiquement. Moi, je l'ai remarqué. Là, vous voyez, depuis que je fais attention à mon sommeil, depuis que je fais attention aussi à ce que je mange et attention aussi à bien bouger, etc., je ne tombe quasi plus malade. Je crois que la dernière fois que je suis tombé malade, c'était l'année dernière. Il y a un an, l'hiver l'année dernière. L'hiver l'année dernière. Waouh! Ah putain, ça se voit que ça fait presque 1 heure que j'enregistre le podcast. Je commence à dire des mots qui sont même pas français. Bref, vous l'aurez compris. Moi, de ce que je sais du coup du sommeil, c'est que si vous dormez mal quotidiennement, vous augmentez le risque d'avoir des fatigues chroniques, donc votre cerveau est au ralenti, vos hormones sont déréglées, vous avez plus faim, vous stressez plus, vous avez une baisse de la libido, votre stress est élevé, vous êtes de plus en plus irritable. Moi, je sais que quand j'enchaîne les nuits de merde, je suis quelqu'un d'extrêmement aigri. Ma copine pourra en témoigner, la pauvre. Vous avez, comme je le disais, une baisse de l'immunité, donc c'est-à-dire vous avez plus de facilité à tomber malade. Vous avez de grandes chances de prendre du poids. Vous récupérez très très mal de vos séances de sport, donc vos progrès sportifs qui peuvent être bloqués, mais surtout un risque de blessure accru. Vous avez des risques cardiovasculaires, bref, plein de choses qui sont vraiment pas top. Le sommeil, c'est vraiment la base, c'est ce qui permet en gros de recharger les batteries pour être opérationnel la journée. Voilà, quand vous avez votre téléphone qui a plus de batterie, vous faites quoi? Vous le mettez à charger jusqu'à ce qu'il ait 100% pour pouvoir l'utiliser toute la journée. Et bien là, c'est exactement pareil. Le sommeil est, je pense, l'habitude la plus importante et pourtant, c'est l'habitude la plus sous-cotée de notre société. Parce que on fait de plus en plus de trucs. Désolé pour le bruit. On fait de plus en plus de choses dans notre journée. On travaille, on se distrait, on fait du sport, on sort dans des bars, etc. Et du coup, on sacrifie notre sommeil pour pouvoir faire de plus en plus d'activités, alors qu'en fait, le sommeil, ça devrait être la chose qu'on ne veut surtout pas sacrifier. Tellement ça régit énormément de domaines dans notre vie, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas sacrifier. Et à toutes les personnes qui me diront oui, mais moi, je dors 5 heures par nuit et je me sens bien. Oui, tu te sens bien, mais il y a une différence entre se sentir en bonne santé et être en bonne santé. Euh, si je vais vous parler de mon histoire, l'année dernière, été 2024, je me sentais en super bonne santé, je faisais du sport, je mangeais bien, je dormais bien. Ça m'a pas empêché de faire un AVC. AVC qui est quand même un truc assez costaud. J'aurai l'occasion de vous en reparler plus tard, mais tout ça pour vous dire que c'est pas parce que vous vous sentez en bonne santé que vous êtes réellement en bonne santé. D'accord? Donc, faites attention à ça. C'est bien beau de se sentir en bonne santé. Ça veut dire que vous mettez quand même des choses en place pour être justement en bonne santé, mais ça ne veut pas dire que vous êtes en bonne santé. Donc,
Comment optimiser son sommeil? Bah déjà, on essaye de dormir entre 7 et 9 heures. Voilà, ça va dépendre surtout des personnes. Moi, je sais que j'aime bien dormir 8h30 et quand je dors moins de 8h30, généralement, je le sens et c'est pas ouf au niveau de mon sommeil. Vous, vous devez vous coucher et vous lever à des heures fixes afin de régler, entre guillemets, votre horloge interne. Ça, c'est vraiment entre guillemets, hein. Ça se règle pas comme une montre, mais c'est pour faire comprendre à votre corps que bon bah là c'est le moment de dormir. Donc avec l'habitude, votre corps va sécréter la mélatonine pour vous aider à vous endormir. Et le matin, à force de vous lever toujours à la même heure, bah, votre corps va se réveiller naturellement. Et ça, c'est extrêmement important. Il faudrait, et je recommence la phrase, il faudrait idéalement se lever naturellement. Naturellement, ça veut dire quoi? Il faudrait évidemment se lever sans réveil. D'accord? Donc, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Même moi, encore à l'heure actuelle, je me réveille avec justement un réveil. Je sais que beaucoup d'entre vous travaillent. Je sais que beaucoup de personnes ont des choses à faire, des rendez-vous, etc. Donc, c'est pas que c'est impossible de se réveiller sans réveil, mais idéalement, si vous pouvez, ne mettez pas de réveil le matin et laissez votre corps se réveiller naturellement. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que quand il se réveille, c'est qu'il a envie de se réveiller et ça veut dire qu'il s'est reposé à 100%. Voilà. Ensuite, on essaie de dormir dans une chambre sombre et calme, c'est-à-dire que nous faut un environnement où il n'y a pas trop de bruit, il nous faut un environnement où il n'y a pas de lumière qui vient nous déranger, donc pas les téléphones, pas les télévisions, pas des lampadaires dans la rue. Bref, on essaie d'être dans un environnement le plus sombre et calme possible pour augmenter la qualité du sommeil, tout simplement. Ensuite, le soir, quand le soleil se couche, c'est très important d'essayer de réduire le plus possible les écrans, d'essayer de réduire le plus possible ce qu'on appelle la lumière bleue. C'est un sujet sur lequel je suis en train de m'intéresser en ce moment. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas tous les détails exacts. Et voilà. Mais en gros, la lumière bleue, c'est entre guillemets la lumière du soleil. D'accord? Et cette lumière vous maintient éveillé, entre guillemets. Je vulgarise un max. Mais du coup, quand le soleil se couche, logiquement, il n'y a plus de lumière bleue. Sauf que nos écrans, les lampadaires, les lumières blanches, les lumières qu'on a chez nous, sont remplis de lumière bleue. Et du coup, pour votre cerveau, il fait encore soleil. Et du coup, il n'enclenche pas le processus d'endormissement et il va le retarder au maximum. C'est pour ça qu'on peut souffrir d'insomnie. C'est pour ça que des fois, quand on passe notre temps à jouer aux jeux vidéo, par exemple, ça peut être très dur de s'endormir le soir. Justement, en parlant de jeux vidéo, on évite les activités stimulantes, surstimulantes, on va dire dans l'heure, voire les heures précédant le sommeil. Parce que justement, vous allez surstimuler votre cerveau, il va être en activité et du coup, il ne va pas, encore une fois, enclencher le processus d'endormissement. Donc, c'est vraiment très, 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 très important qu'avant de dormir, on se pose, on fait une petite routine, entre guillemets, de sommeil, c'est-à-dire un moment calme. Donc, vous pouvez lire, avoir une conversation avec vos proches, faire du yoga, faire de la méditation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Énormément de choses, mais des choses qui vous relaxent, des choses qui vous calment et qui vous permettent du coup d'enclencher la phase de sommeil. Ok? Le matin, quand on se réveille, très très important au plus vite, de regarder la lumière du soleil. Quand je dis regarder la lumière du soleil, c'est pas de regarder le soleil droit dans les yeux comme un débile, mais plutôt de sortir. Vous sortez, soit dans votre jardin si vous en avez un, sur votre balcon, ou si vous n'avez rien de tout ça, vous êtes dans un appartement, vous sortez votre tête de la fenêtre, là, vous mettez à la fenêtre. Très important de ne pas avoir d'écran face à nous. Quand je dis d'écran, c'est par exemple pas de lunettes ou pas de fenêtre, mais vraiment d'être naturellement en train de regarder la lumière du soleil, la lumière du jour. C'est très très important pour faire comprendre à votre corps que là vous êtes réveillé, là le jour est en train de se lever, et comme ça, voilà, ça a plein de bénéfices. Donc vraiment, c'est ce que je vous recommande de faire au réveil. Première chose, avant de prendre le téléphone, avant d'aller sur l'ordinateur, vous faites ça. C'est vraiment très très important. Truc tout bête, mais on évite évidemment la caféine en deuxième partie de journée. En fait, il faudrait limite éviter la caféine après-midi. D'accord? Par exemple, si vous buvez 2-3 cafés, buvez-les le matin et l'après-midi, vous n'en buvez pas du tout. Parce que je crois que la demi-vie de la caféine, c'est 6 heures. Donc ça veut dire qu'au bout de 6 heures, vous avez encore, pour vulgariser, 50% de caféine. Au bout de 12 heures, vous avez 25% de caféine. Au bout de 18 heures, vous avez la moitié de 25% de caféine, etc. D'accord? Donc ça veut dire que si vous buvez un café, je ne sais pas, à 18 heures, vous avez encore, à minuit, 50% de caféine dans votre corps. Et la caféine vient, entre guillemets,
bloquer l'enclenchement de la phase de sommeil. En gros, c'est pour vulgariser, d'accord? Le but, c'est pas de rentrer dans les détails, le but, c'est que vous compreniez pourquoi c'est important de ne pas prendre de café le soir. D'accord? Donc, voilà. Évidemment, bon sommeil est égal quoi? Est égal meilleure énergie, une humeur stable, un appétit qui est régulé, parce que du coup, vous aurez moins faim, vous aurez moins envie d'avoir des craquages de nourriture, vous aurez une meilleure récupération, donc vos performances dans le sport vont s'améliorer. Votre concentration au travail et même dans d'autres domaines va s'améliorer également. Vous aurez vos hormones qui seront bien régulées. La qualité de la peau va s'améliorer. Vous serez plus motivé pour faire des tâches qui demandent plus d'efforts. Bref, franchement, c'est un banger. Sommeil, je mettrai un bon 20 sur 20. Voilà. Vraiment, je vous encourage à bien dormir. Vous allez voir comment c'est game changer. Et évidemment, c'est pas parce que vous passez une bonne nuit que ça va changer. C'est sur le long terme très très important. Quatrième habitude, là on va passer dans des habitudes où je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que c'est des habitudes qui, il n'y a pas besoin de beaucoup détailler. La quatrième habitude, c'est s'exposer à la lumière du jour, plus couper le numérique. Vous n'êtes pas le sans savoir puisque de toute façon, je le répète depuis le début du podcast, on est de plus en plus sédentaire, on est de plus en plus face à un écran et de moins en moins face à la lumière naturelle. Et malheureusement, c'est pas top parce que je rappelle que notre corps a évolué face à la lumière du soleil, grâce à la lumière du soleil. Et là, maintenant, on lui prive de cette lumière du soleil. Donc, c'est très important de régulièrement sortir dehors pour voir le soleil. Donc, je vous disais juste avant de sortir le matin, mais moi, je vous conseille vraiment le plus régulièrement possible de sortir dehors. Quand il fait beau, essayez de travailler dehors, si c'est possible, évidemment. On essaye, voilà, au moins 3-4 fois dans la journée de sortir dehors, de prendre l'air, de voir la lumière du soleil, d'aller se balader, d'aller, par exemple, quand vous faites vos marches, vous prenez l'air dehors. C'est très, très important pour votre corps, votre santé mentale. Ça va baisser votre stress, ça va... vous allez être de meilleure humeur, pardon, parce que vous n'aurez pas la sensation de rester enfermé, vous serez moins fatigué, Ouais, en vrai, il y a plein de bénéfices à faire ça, d'accord? Je rappelle encore une fois que notre corps a évolué pour être dehors et non pas pour rester enfermé entre quatre murs de béton, exposé à des lumières artificielles que sont nos écrans. Voilà. Est-ce que ça veut dire que être face à un écran, c'est mauvais pour la santé? Je sais pas, j'ai pas étudié le sujet, mais je sais que le manque de lumière naturelle, ça, oui, c'est un danger pour la santé. Donc vraiment, je vous recommande de réduire les écrans et d'augmenter la lumière naturelle. Voilà, c'est assez rapide du coup pour cette habitude. Il n'y a pas grand chose à dire parce que je pense, en fait, pour moi, ça me paraît tellement logique de faire ça que voilà, ça c'est très très important à le faire tout au long de la journée. On essaie régulièrement de s'exposer à la lumière naturelle. Même s'il pleut, encore une fois, j'ai pas envie d'entendre des gens dire oui, mais il pleut, j'ai pas envie de sortir. Non, on s'en branle, sors. Voilà, tu vas pas mourir parce qu'il pleut. Dernière habitude, je vous avoue que la dernière habitude, je ne savais pas quoi mettre. Et en fait, elle m'est venue d'un coup et je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça. Il faut mettre ça en place. C'est extrêmement important et c'est extrêmement sous-coté dans notre société. C'est interaction sociale minimale. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est, comme je le disais, je parlais d'être enfermé entre quatre murs de béton. On a de moins en moins d'interactions sociales vraies. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux avec Instagram, X, YouTube, WhatsApp, Messenger, etc., on est connecté à de plus en plus de personnes virtuellement, mais à contrario, on est de moins en moins connecté avec des gens autour de nous. Regardez maintenant, et je vais prendre mon cas, j'habite du coup dans une maison, j'ai des voisins, je n'ai quasi jamais parlé à mes voisins. Et ça, je trouve, en vérité, quand on prend du recul, je trouve ça très très grave que je connaisse des gens qui habitent à des milliers de kilomètres de chez moi, alors que des gens qui habitent juste à côté de chez moi, je ne les connais pas du tout. Et ça ne concerne pas que moi, ça concerne tout le monde quasiment. On ne connaît pas nos voisins, on ne connaît pas les gens de notre village. Par contre, on connaît parfaitement bien les gens sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, on pense avoir des vraies interactions sociales, alors qu'en fait, pas du tout. Dans la vie réelle, dans la vie en dehors de nos écrans, on n'a pas de vie sociale. Et c'est très, très grave parce que là, j'ai noté un petit peu du coup ce que ça pouvait apporter. J'ai noté dépression accrue parce qu'on manque de liens sociaux, de liens sociaux, de liens sociaux, bref. Le stress qui augmente, on se sent seul,
on a une perte de l'estime de soi, on peut augmenter notre anxiété sociale. Regardez maintenant le nombre de personnes qui sont anxieux au fait de se retrouver en public. Bon, je m'avance un petit peu malgré que j'ai pas la réponse exacte, mais je ne pense pas qu'il y a, par exemple, 200 ans, les gens étaient anxieux de se retrouver en public. Là, c'est de plus en plus de personnes qui n'ont pas envie de parler aux gens, qui n'ont pas envie de se retrouver en public et limite qui ont une phobie de ça. Bref, ça augmente le risque d'avoir une santé mentale fragile. Voilà, c'est très important de parler aux gens, d'avoir des connexions sociales avec des personnes. Et ça peut être les personnes de votre famille, ça peut être vos proches, vos amis, ça peut être vos voisins, ça peut être, je sais pas, dans votre club de sport, si jamais vous avez un club de sport. Bref, ça peut être des milliers de personnes autour de vous, des dizaines de personnes plutôt, des milliers, j'abuse un peu. Mais allez parler aux gens, parlez chaque jour, même un simple bonjour, même une simple conversation lambda, comme bonjour, comment ça va, etc. Parlez aux gens. Je sais que ça peut paraître dur, mais c'est extrêmement important pour votre santé mentale. Voilà. Si jamais véritablement vous êtes seul, vous pouvez aussi passer des coups de fil. C'est toujours plus intéressant que d'avoir une conversation par texte. Maintenant, la connexion que beaucoup de gens ont, c'est s'envoyer des réels sur Instagram. Je trouve ça en vrai très très grave, même si j'en fais partie, évidemment. J'envoie des réels à mes potes, ça me fait trop rire. Mais au final, avec mes potes, on n'a pas de conversation au final. On s'envoie juste des réels. Et quand on se voit, eh ben, on va parler des réels qu'on a envoyés, on va se parler un peu en ref. Et en vérité, quand on prend du recul, mais c'est très très grave, je trouve. On a moins de conversations profondes et les conversations qu'on a, on parle de réel, on parle en ref. Et en vérité, je trouve ça dommage. Voilà, je le dis honnêtement, je trouve ça dommage. Donc on essaye d'avoir des interactions avec notre famille, avec notre compagne, avec les gens qui nous entourent tout simplement. On brise cette barrière là qui nous empêche d'aller parler aux voisins, par exemple. Eh ben, vous y allez et vous leur parlez, vous leur demandez comment ils vont, vous leur demandez si tout se passe bien, s'ils sont heureux. Enfin bref, vraiment parler. Et au bout d'un moment, à force de parler, vous deviendrez à l'aise au fait de parler aux gens. Et vous allez voir, ça va vraiment tout changer. Moi, je me rappelle quand je suis allé en Australie, les gens sont un peu plus ouverts en Australie. Et du coup, plein d'Australiens venaient me parler. Et moi, à cette époque-là, j'étais pas encore très ouvert socialement. Et je me disais, mais pourquoi ils viennent me parler? Pourquoi ils viennent me faire chier? Et en fait, avec le temps, j'ai pris à apprécier ça. Et je prenais du plaisir, du coup, à parler à des gens. J'adorais quand les gens venaient me parler. Quand je suis rentré, du coup, bah, moi, je me suis mis à aller voir aussi des inconnus, à aller voir des gens dans la rue pour essayer voilà, de communiquer avec eux, tout simplement, essayer de garder un lien social, tout simplement. Bref, c'est... Attendez. Hop, désolé, c'est mon chat qui voulait sortir, elle commençait à gratter sur la fenêtre, ça commençait à me déranger. Hop, mon autre chat qui m'embête, on va y arriver. Du coup, je disais, c'est très important d'avoir ce lien social, de partager des activités et d'éviter de rester seul tout le temps. Voilà, c'est vraiment très important pour votre santé mentale. Et je suis persuadé que la solitude n'est vraiment pas bonne. On n'est pas fait pour être seul toute notre vie. On est une créature sociale, d'accord? On est fait pour vivre en société. Société, je rappelle que dans société, il y a social, d'accord? On est fait pour ça. Même si ça peut paraître un peu chiant, je vous assure qu'on est fait pour ça et que vraiment, essayez de créer même des petits liens. Par exemple, vous allez à la boulangerie, au lieu de commander à chaque fois et que le livreur il pose votre nourriture à votre porte, déplacez-vous au restaurant pour parler au serveur, pour parler aux gens. Bref, c'est vraiment super important. Au niveau des bénéfices, bah, je pense que vous vous en doutez, mais bah déjà, vous vous ferez des contacts, vous vous ferez un réseau, vous vous ferez des amis, vous aurez un soutien, vous aurez une meilleure humeur, vous aurez oui, un soutien moral, une confiance, etc., etc. Est-ce que ça veut dire que vous allez forcément tomber sur des gens qui sont, on va dire, qu'on peut juger de confiance? Non, vous allez sûrement vous faire avoir dans la vie, vous allez sûrement tomber sur des personnes qui sont méchantes, entre guillemets, mais c'est quand même important. Voilà. Je sais pas trop où je vais avec ça, mais c'est super important. Bref, voilà, je vous ai balancé du coup les 5 habitudes et j'espère que c'était clair. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop préparé. Il y a juste la dernière habitude que j'ai marqué les risques, mais sinon, j'ai pas du tout préparé ce podcast. Je sais pas si ça s'est senti. Faites-moi un retour pour me dire si oui ou non c'était clair. Comme ça, je saurai si bah, je dois préparer un peu plus ou pas. J'essaye de tester différents trucs pour voir vraiment ce qui fonctionne le mieux et là où je prends le plus de plaisir. J'ai pris du plaisir à tourner ça, mais j'ai senti que des fois je cherchais un peu trop mes mots et du coup c'était compliqué. Je pense que la prochaine fois j'essaierai de refaire un peu des bullet points et on verra un petit peu
comment ça se passe? Bref, au niveau de la recommandation du jour, je vous l'avais promis, j'ai cette semaine, lorsque je courais, et même un petit peu la semaine dernière, j'ai écouté la dernière saison du podcast Range ta chambre d'Elio Avila Munoz. Si je dis pas de bêtises, ça se prononce comme ça. Je pense que tous ceux qui font de la calisthénie, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui était assez influent dans le domaine. Là, il est un peu moins dans le domaine de la calisthénie, mais à l'époque, il y a quelques années, il était assez connu. Et il a un podcast qui s'appelle Range ta chambre. Et j'ai toujours aimé son podcast, j'ai toujours aimé ses contenus. C'est une personnalité que j'aime beaucoup. Et il a sorti une nouvelle saison sur. Donc il est avec quelqu'un qui s'appelle Kylian, je crois. Et en gros, cette saison, elle parle de l'économie et de comment, lui, il résume comment des élites corrompues nous mènent par le bout du nez, entre guillemets. Et une saison qui est basée sur la finance, sur l'économie, sur la monnaie. Et du coup, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai appris énormément de choses parce que moi, en termes d'économie, en termes de finance, je n'y connais absolument rien. Et du coup, je vous recommande de l'écouter. C'est très, très intéressant. C'est ma première recommandation que je fais. Je dis ça parce que j'ai fini le dernier épisode sur la France, parce qu'il parle de la France. Je l'ai fini ce matin et du coup, je me suis dit, ah ouais, il faut que j'en parle. C'est vraiment super important. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Donc, c'est Range ta chambre sur Spotify. Je crois qu'il est sur YouTube également. Et c'est la dernière saison, vous verrez. Il évoque la situation financière de différents pays, notamment la Grèce avec la crise de 2008, l'Argentine, le Venezuela, la France, l'Allemagne. Bref, c'est hyper intéressant, encore une fois. J'ai répété, je crois, 10 fois le mot intéressant. Mais je vous invite à aller l'écouter. Bref, les amis, on arrive au terme de cet épisode. Je vous avoue que je ne pensais pas du tout qu'il allait durer si longtemps. Je me suis dit qu'en 40 minutes, ça serait plié. Et en fait, pas du tout. Je me rends compte que j'ai énormément parlé. J'espère encore une fois que c'était fluide. J'espère encore une fois que c'était compréhensible. Si jamais, faites-moi un retour. On n'oublie pas les 5 étoiles sur Spotify, le petit partage et aussi le petit pouce bleu sur YouTube. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et en attendant, écoutez, moi je vais vous dire bonne journée. Et surtout, je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler la semaine prochaine. On verra bien. Bref, les amis, merci à tous de m'avoir écouté. À la semaine prochaine.